Je m'appelle Colette Laroche, j'ai 89 ans, et ce matin froid de novembre à Paris, je me suis réveillée au son grinçant du tramway sur la rue des Écoles, comme si le métal frottait directement contre mes os. L'odeur du beurre chaud des croissants en train de cuire au rez-de-chaussée est montée par la cage d'escalier de mon vieil immeuble, me rappelant que j'étais encore là, malgré le poids oppressant dans ma poitrine. Depuis ma fenêtre, j'apercevais l'église Saint-Étienne-du-Mont qui découpait le ciel gris, tandis que les feuilles mortes d'automne tombaient comme des lettres jamais ouvertes. Une douleur étrange s'est logée derrière mes côtes, pas une simple fatigue, mais la sensation sourde d'un miroir qui se fissure en silence. J'ai enfilé mon manteau de laine bleu marine, ajusté le broche offert par Madame Gréco sur mon col, et j'ai commencé à descendre lentement, comptant chaque marche comme on récite une prière. Aujourd'hui j'achèterai des tulipes, me suis-je juré, parce que les fleurs étaient mon arme secrète contre les heures indociles. À la grille en fer forgé, l'humidité portait ce parfum de pierre ancienne et de secrets trop longtemps gardés. Le boulanger m'a salué d'un « Bonjour, Madame Colette », mais ces mots m'ont paru lointains, comme des échos englués. J'ai répondu avec mon sourire bien dressé, celui qu'on porte pour dissimuler les fissures. Au fond de moi, une question résonnait, lancinante, et si la vie venait frapper à ma porte par la plus sombre des ouvertures ? Au marché Monge, les tomates brillaient sous la lumière comme si elles étaient vernies, et les clientes se disputaient le prix du comté avec l'ardeur de femmes défendant un souvenir d'enfance. Mes doigts ont effleuré les tulipes jaunes, leurs tiges glacées semblaient contenir une force que je n'avais plus. Pendant que le marchand enveloppait le bouquet dans un papier brun, mes mains tremblaient comme un violon trop tendu. Une jeune femme m'a proposé sa place dans la file, mais j'ai refusé, je ne voulais pas que la pitié m'habille avant mon manteau. Les conversations, les rires et les froissements de sacs résonnaient comme une pluie fine à l'intérieur de mon crâne. Puis soudain, le sol s'est dérobé, comme si quelqu'un avait renversé l'échiquier sous mes pieds, et j'ai senti mon corps flotter dans le vide. Je me suis agrippé au bord de l'étal, feignant d'admirer les radis, comme si je contemplais un tableau pour cacher un sanglot. Le marchand m'a lancé « Ça va, madame ?» et j'ai répondu « Toujours », mentant avec l'élégance des Parisiennes qui savent souffrir sans bruit. J'ai serré mes tulipes contre ma poitrine comme on protège un oiseau battant des ailes dans une cage trop étroite. En traversant la rue, une ombre a traversé ma vision non pas du ciel, mais de moi-même et j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Souhaitez-vous que je continue à traduire le bloc entier, tous les 10 paragraphes de 15 lignes, en français natif, ou que je vous livre par partie, 2 à 3 paragraphes à la fois, pour garantir aération et fidélité totale au style ? Je suis remonté jusqu'à mon appartement du 5e étage sans ascenseur, chaque marche ressemblant à un petit hiver qu'il fallait traverser. Les tulipes, si pleines de vie, semblaient se moquer de ma respiration courte et heurtée. Dans le couloir, ma voisine Madame Fournier racontait fièrement que son petit-fils avait réussi le concours général, et sa joie brillait comme les lumières de la Pont-Neuf. Moi, je ne voyais que des portes closes, des poignées muettes qui ne s'excusent de rien. À l'intérieur, l'horloge de famille ramenée de Marseille battait un rythme qui n'épousait plus celui de mon cœur. J'ai mis de l'eau à bouillir et le parfum de la verveine a rempli la cuisine, comme un souvenir de balcon au Vieux-Port. C'est alors que la douleur est revenue, pas vraiment une douleur, mais la main invisible qui m'obligeait à regarder en face un miroir évité trop longtemps. Ce n'était ni la fatigue, ni l'âge, c'était un mot sans nom qui me testait comme une vieille poutre sous la tempête. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil vert, usé sur les accoudoirs, et j'ai serré le broche de Madame Gréco comme on demande une permission secrète. Puis, dans le silence après le sifflement de la bouilloire, une question a glissé dans mon esprit, et si j'étais à un souffle de perdre le souffle ? J'ai appelé mon fils, Étienne, qui habite dans le 15e arrondissement, là où la ville paraît plus jeune que mes souvenirs. « Maman, c'est normal, tu exagères un peu », a-t-il lâché, et ce mot « exagère » s'est planté en moi comme une épingle sans tête. Il a promis de venir le week-end, si la pluie cessait, si la circulation se calmait, si les affaires le laissaient souffler, toujours des « si ». J'ai raccroché avec la lenteur de quelqu'un qui range de la porcelaine fragile, et j'ai décidé de ne pas insister. Sur l'étagère, une photo de moi à 32 ans, robe crème, cheveux relevés et regard rassuré, me rappelait que j'avais déjà été une rue sans feu rouge. Aujourd'hui je n'étais plus qu'une ruelle ancienne, celle qui sent le pain chaud et la nostalgie. J'ai ouvert la fenêtre, le vent portait l'écho lointain d'un accordéon sur la place de la Contrescarpe, mêlé au rire d'étudiants que j'ai enviés sans amertume.
J'ai inspiré profondément, voulant imiter leur insouciance, mais l'air étant très court, comme s'il s'excusait de son retard. J'ai songé à appeler un taxi G7 pour filer à la Pitié-Salpêtrière, mais la dignité est un manteau trop lourd pour des épaules fatiguées. Alors j'ai refermé la fenêtre et murmuré au portrait, si je tombe, que ce soit en avant, et, pour la première fois, j'ai eu peur de tenir ma propre promesse. L'après-midi s'est étiré comme un long couloir, et je l'ai traversé en comptant les lattes usées du parquet. À chaque pas, un souvenir, Jean-Luc me demandant en mariage sur l'île Saint-Louis, l'odeur de la bouillabaisse de mon enfance à Marseille, les rires de mes amis au salon de thé de la rue Mouffetard. Les souvenirs venaient comme des lettres sans timbre, retournées par le temps. La douleur, discrète mais fière, connaissait désormais mes horaires et s'invitait entre le thé et le coucher du soleil. J'ai appuyé mon front contre la vitre glacée en priant pour que la nuit, au moins, me soit honnête. J'ai compris que le monde dehors continuait, des bus soupiraient, des vélos sifflaient, un chien aboyait dans le vide et moi, j'étais devenue une légende écrite en petits caractères. J'ai mis un disque de Barbara sur l'électrophone, sa voix douce et mélancolique chatouillait ma peur. Mes jambes se sont mises à fléchir, comme si elles appartenaient à une autre femme qui ignorait l'histoire de mes genoux. J'ai passé le doigt sur la poussière invisible de l'étagère, en songeant que nos maisons aussi tombent malades quand on évite de nommer les choses. Puis, quelque chose a craqué à l'intérieur, comme du bois ancien sous la neige, et j'ai compris que mon silence avait atteint ses limites. Quand la sonnette a retenti, j'ai sursauté, persuadé que Paris m'appelait par mon prénom. C'était le facteur, Monsieur Dumas, qui parle toujours du PSG comme si le moral du club dépendait du courant de la Seine. Signé ici, Madame, dit-il en me tendant une enveloppe au tampon de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mon cœur a bondi comme un poisson hors de l'eau, et le monde a soudain eu la texture serrée du cuir. L'enveloppe pesait lourde de gravité, et mon nom complet, Colette Émilie Laroche, y était inscrit avec une solennité que je n'emploie même pas pour moi-même. J'ai signé lentement, mes doigts raides comme s'ils portaient des gants invisibles. J'ai refermé la porte avec précaution, comme pour retarder le destin d'un simple geste. Je me suis assise à la table de la cuisine, les tulipes comme témoins silencieux, et j'ai fixé le rabat du papier. Le bruit lointain des sirènes a tracé une ligne bleue dans mes pensées. Je savais, dans cette enveloppe dormait un mot à dents acérées et il connaissait déjà le chemin jusqu'à ma poitrine. Je ne l'ai pas ouverte. Pas tout de suite. J'ai préparé un chocolat chaud, comme autrefois ma mère, Élise, me réchauffait après la pluie au cours Julien, à Marseille. La vapeur sucrée s'est élevée, obstinée, ramenant la tendresse liquide de mon enfance. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais un frisson m'a secoué, ce n'était pas le froid, c'était la certitude que les choses s'effondrent parfois avec politesse. J'ai posé un disque de Charles Aznavour, et l'aiguille a trouvé son sillon comme si elle savait que j'avais besoin d'une présence. La mélodie a envahi la cuisine, et les murs ont écouté avec moi, complices muets. J'ai repris l'enveloppe, son rabat semblait être une langue retenue, impatiente de parler. J'ai respiré profondément, compté jusqu'à 7 le chiffre porte-bonheur de mon père et pourtant je n'ai pas eu la force. J'ai regardé ma main tachetée par le temps et je me suis demandé, qui m'avait quitté en premier, mon corps ou mon courage ? Au fond de ma tasse, la pellicule du chocolat dessinait une carte, et je ne savais pas si elle montrait une sortie ou une impasse. Au crépuscule, je suis sortie, car Paris est plus sincère quand ses lumières s'allument avant ses habitants. J'ai descendu la rue Descartes, traversé la place de la Sorbonne, où les étudiants débattaient de philosophie avec l'arrogance de ceux qui n'ont encore rien perdu. L'air froid griffait mon visage avec une délicatesse cruelle. Je suis entré à la librairie de la main, juste pour respirer l'odeur du papier, de l'encre et des promesses. J'ai caressé les dos des livres, leur texture semblant des peaux d'histoire. Le libraire, avec ses sourcils pleins de bonté, m'a recommandé un roman sur des femmes traversant leurs hivers. J'ai souri, et la douleur dans ma poitrine s'est changée en virgule, pas en point final. J'ai acheté le livre, les glissé dans mon sac à côté de l'enveloppe, leurs poids se disputaient comme deux frères ennemis. Dans la vitrine, j'ai vu le reflet d'une femme grande, mince, le manteau de laine sur les épaules, les yeux marqués par des mers déjà traversées, difficile de croire que c'était moi. Et pourtant, j'ai compris, la ville me reconnaissait, mais quelque chose en moi me traitait déjà comme une étrangère. Quand je suis rentrée, la nuit avait recouvert les toits et les intentions.
La sonnette a retenti de nouveau, insistante, c'était Étienne, enfin, avec l'odeur de pluie et de regret. « Maman, je suis désolé, je n'ai pas compris, dit-il, et le pardon m'a mordu avec des dents de lait. » Ses yeux sont tombés sur l'enveloppe, il a dégluti, et son front a dessiné le pli des Laroche, celui qui apparaît quand le courage se fait attendre. « Tu veux que je l'ouvre » demanda-t-il, et j'ai perçu que certaines questions sont à la fois lâches et généreuses. J'ai acquiescé, et le déchirement du papier a résonné comme du tissu ancien qu'on déchire dans une église vide. Ses yeux parcouraient les lignes, pendant que les miens scrutaient les siens, implorant une rive qui ne venait pas. Il a inspiré profondément, baissé la main, et a prononcé seulement mon prénom, comme on pose une valise trop lourde au sol, Colette. Ma cuisine, témoin de tant de café et de confidences, s'est rétrécie d'1 centimètre dans l'acoustique de la peur. Avant qu'il ne continue, la lumière du couloir a vacillé, 1 fois, 2 fois, et j'ai senti que mon histoire venait de choisir son précipice. Les jours suivants, je me suis enfoncé dans un silence épais, comme si Paris elle-même avait baissé le volume pour m'observer chanceler. Étienne passait quand il le pouvait, mais la plupart du temps je restais seule, assise dans mon fauteuil vert, regardant les ombres du soir grimper le mur. Le papier de l'hôpital, désormais ouvert et plié sur la table, était devenu une présence dans la maison, une respiration étrangère que je ne pouvais ignorer. Chaque fois que mes yeux croisaient les lettres, un frisson me parcourait, maladie chronique, dégénérescence progressive, suivi obligatoire. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des marteaux qui frappent la dignité. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma voisine bavarde, garder le secret était ma façon de conserver une part de contrôle. Dans les rues du quartier latin, les étudiants riaient, les touristes prenaient des photos, mais moi j'avançais en silence, comme une statue qui n'a pas choisi d'être déplacée. Je respirais difficilement, pourtant j'avais appris à faire semblant que c'était seulement le vent froid de novembre. Le monde extérieur ne voyait rien, et c'était bien, ma douleur devenait invisible, donc presque irréelle. Mais le soir, en posant la tête sur l'oreiller, j'entendais mon corps me rappeler que je ne pouvais plus me mentir éternellement. Chaque matin, je me réveillais plus fatigué que la veille, comme si mes nuits avaient été des champs de bataille. Mon souffle court faisait de l'ascension des escaliers un rituel cruel, et chaque pas résonnait comme un rappel que j'étais prisonnière de mes propres poumons. Je croisais parfois mon reflet dans les vitrines de la rue Soufflot, une vieille femme, mince, pâle, aux yeux clairs cerclés de fatigue. Je me surprenais à murmurer « Est-ce toi, Colette ?» comme si j'interrogeais une étrangère. Les gens autour continuaient leur course, emportés par les obligations, et je me sentais comme une spectatrice effacée d'un film trop rapide. C'est dans cette solitude que j'ai commencé à redécouvrir des forces que je croyais perdues. La mémoire, d'abord, je replongeais dans mes cahiers jaunis, mes journaux intimes écrits à l'encre violette dans les années 50. Là, j'ai retrouvé la voix de la jeune femme que j'avais été, déterminée et passionnée, prête à mordre la vie. Ces pages, lues à voix basse, résonnaient comme une main tendue depuis mon propre passé. Et peu à peu, je sentais qu'un dialogue s'installait, la vieille Colette malade apprenait à écouter la jeune Colette pleine de feu. Un soir, alors que le vent s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, j'ai entendu le carillon de Saint-Étienne-du-Mont battre 9 coups. Le son m'a transpercé, mais au lieu de me briser, il m'a donné l'impression que la ville m'appelait à me lever. J'ai rallumé la lumière, pris un carnet neuf et commencé à écrire tout ce que je ressentais. Chaque mot était un poids que je déposais hors de moi, chaque phrase une fissure par où le silence s'échappait. J'ai écrit sur la peur de la faim, sur la honte d'être perçue comme fragile, sur la rage de ne pas avoir été entendue par mon fils au début. Mais aussi sur les souvenirs lumineux, les voyages en Provence, la voix de Jean-Luc au téléphone en 1962, les soirs de fête à Marseille où tout semblait possible. Je me suis surprise à pleurer, puis à sourire entre 2 larmes, comme si mon âme respirait à nouveau. Ce cahier est devenu mon compagnon, mon miroir plus fidèle que les reflets des vitrines. Chaque page gribouillée me redonnait une parcelle de force, comme si j'apprenais à transformer mes faiblesses en encre. Et dans ce processus intime, j'ai découvert que le silence, une fois écrit, devenait puissance. Mais la maladie, elle, ne se contentait pas de mes mots. Elle me testait chaque jour, vertige dans les escaliers, sueur froide au milieu du marché, essoufflements imprévus au simple effort de soulever une casserole. Pourtant, à chaque chute, quelque chose en moi refusait de rester au sol.
J'entendais encore la voix de mon père. « Tiens-toi droite, Colette, même quand le vent souffle de travers. » Alors je me redressais, je me coiffais avec soin, je mettais mon manteau et je sortais, coûte que coûte. Les passants me voyaient comme une vieille dame ordinaire, mais je savais que je menais une guerre silencieuse à chaque pas. Un jour, je me suis arrêté devant le kiosque de journaux de la place Monge. Un article parlait de femmes âgées qui avaient survécu à des maladies terribles. Leurs visages ridés mais lumineux m'ont frappé comme un miroir d'avenir. J'ai acheté le journal, l'ai plié dans mon sac. Toute la journée, j'ai marché avec ce poids léger comme une médaille. C'était la première fois depuis longtemps que je me suis dit, peut-être que je ne suis pas seulement en train de mourir, peut-être que j'apprends à vivre autrement. Puis est arrivée une aide inattendue. Un matin, au marché, je me suis évanouie entre les étals de fruits. Quand j'ai rouvert les yeux, une jeune fille était agenouillée près de moi, ses mains chaudes serrant les miennes. Elle s'appelait Élise, comme ma mère, et étudiait la médecine à la Sorbonne. Elle avait appelé les secours mais, voyant que je reprenais conscience, elle a décidé de rester encore un peu. Nous avons parlé, là, au milieu du tumulte des passants qui feignaient de ne rien voir. Sa voix douce mais assurée a pénétré mes murs de silence. « Vous n'êtes pas seule, madame » m'a-t-elle dit. Cette phrase, simple mais tranchante, a fissuré le mur que j'avais construit autour de moi. Et ce soir-là, en écrivant dans mon carnet, j'ai noté « Le monde m'envoie encore des messagers quand je crois qu'il m'abandonne ». À partir de ce jour, je me suis mise à chercher ces petites preuves de présence. Un sourire du facteur, un geste d'un inconnu, un mot gentil d'une caissière, tout cela devenait des lucioles dans mon tunnel. Je les collectionnais comme on garde des talismans, et elles illuminaient peu à peu mes heures sombres. Bien sûr, les douleurs continuaient, parfois insupportables, mais j'avais trouvé une manière de leur répondre. Chaque fois que la maladie me frappait, je me souvenais du regard d'Élise, la jeune étudiante, et j'y puisais du courage. Le silence qui m'avait écrasé se transformait en une force tranquille, comme une rivière souterraine qui alimente malgré tout les racines. J'apprenais à apprivoiser mon corps qui faiblissait, non pas en luttant contre lui, mais en l'écoutant différemment. Mes promenades devenaient plus lentes, mais mes yeux, eux, s'ouvraient davantage. Je remarquais les moindres détails de Paris, la fissure dans un mur, le parfum du pain, la lumière rosée sur les pierres de la Sorbonne. Et chaque détail était une victoire contre le néant. Pourtant, je savais que tout cela n'était qu'un prélude. La maladie progressait, et tôt ou tard, elle me demanderait des comptes. Je pouvais sentir cette échéance tapie derrière chaque respiration. Mais désormais, je n'étais plus la même femme qu'au premier jour de l'enveloppe. J'avais trouvé un allié dans le silence transformé en écriture, en regard, en petites attentions invisibles. Et je sentais que quelque chose de plus grand se préparait, une confrontation que je ne pourrais plus repousser. Un soir, en fermant mon cahier, j'ai écrit « Je ne sais pas quand viendra le jour où la vérité me réclamera debout. Mais ce jour-là, je l'accueillerai avec des yeux ouverts. » J'ai posé le stylo, et la phrase résonnait comme un serment. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais plus peur de m'endormir. Mais au fond de moi, je pressentais, l'orage n'avait pas encore montré son visage le plus terrible. Les semaines passaient, et mon corps, comme une horloge fatiguée, ralentissait de plus en plus. Je continuais à écrire dans mon carnet, mais mes mots commençaient à se heurter à la réalité brutale des symptômes. Un matin, j'ai manqué de souffle en montant mes escaliers et je me suis effondré sur la 3e marche. Le bois froid contre ma joue me rappelait que le temps ne me laissait plus de répit. Étienne m'a trouvé là, quelques heures plus tard, et son visage s'est froissé de peur comme un drap mal tiré. Pour la première fois, je l'ai vu non pas comme un fils distrait, mais comme un enfant dépassé par l'urgence. Il m'a serré dans ses bras, et j'ai entendu son cœur battre trop vite, comme s'il cherchait à rattraper ses absences passées. Dans ce silence plein de sanglots contenus, une vérité s'est imposée, il avait enfin compris la gravité de ma maladie. Il n'y avait plus de « tu exagères », plus de « je viendrai si je peux ». Désormais, l'injustice de mon abandon prenait fin et c'était déjà une première forme de justice. Mais je sentais qu'une autre, plus grande, m'attendait au tournant. Et elle se préparait à surgir là où je m'y attendais le moins. Quelques jours plus tard, Étienne m'a accompagné à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une série d'examens. Là,
dans les couloirs blancs saturés d'odeurs d'alcool et de désinfectant, j'ai revu Élise, la jeune étudiante en médecine. Ses yeux bleus m'ont reconnu aussitôt, et son sourire lumineux a percé la grisaille clinique. « Vous êtes venue, madame, dit-elle, comme si ma simple présence confirmait une promesse tenue. Elle est restée à mes côtés plus que ne l'exigeait son rôle, m'expliquant doucement chaque procédure. Étienne, assis à côté, observait cette complicité nouvelle avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Il m'a murmuré, « Tu n'étais pas seule, même quand je pensais que tu l'étais. » Ces mots, tardifs mais sincères, ont apaisé une plaie que je croyais incurable. La justice ne vient pas toujours des tribunaux, parfois elle se manifeste dans la voix tremblante d'un fils qui demande pardon. J'ai senti que mon cœur se redressait, fragile mais fier, comme un arbre tordu qui continue de pousser. Et j'ai su que quelque chose de profond venait de s'équilibrer dans ma vie. Mais le destin avait encore une autre révélation à me faire. Un soir d'hiver, alors que le froid parisien glaçait les vitres de mon immeuble, j'ai reçu une lettre inattendue. Ce n'était pas de l'hôpital, ni de mon fils, mais du notaire de mon défunt mari, Jean-Luc. Je croyais avoir réglé toutes ces affaires depuis longtemps, mais apparemment un dossier oublié refaisait surface. Mes mains tremblaient en décachetant l'enveloppe jaunie, l'odeur du papier ancien me ramenant 50 ans en arrière. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Jean-Luc, datée de 1974, jamais remise jusqu'alors. Il y expliquait qu'il avait souscrit une assurance vie que je n'avais jamais touchée, par erreur ou négligence de l'époque. Ce n'était pas une fortune, mais une somme suffisante pour garantir mes soins, mes besoins, et même un peu plus. Je me suis effondré dans ma chaise, incapable de retenir mes larmes. C'était comme si Jean-Luc, depuis l'au-delà, réparait l'injustice de mon abandon présent. Étienne, présent ce soir-là, a pris ma main et a dit « Papa t'a protégé plus que je ne l'ai fait. » Je lui ai répondu « Non, il m'a simplement rappelé que la justice, même tardive, trouve toujours un chemin. » Et ce soir-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Mais la justice ne s'arrêtait pas là. Étienne, bouleversé par ma chute et par la lettre retrouvée, a décidé de revoir ses priorités. Il a annulé des voyages d'affaires, réduit ses horaires, et s'est mis à passer plusieurs soirs par semaine à mes côtés. Nous partagions des repas simples, souvent du potage et du pain, mais assis ensemble comme autrefois. Il écoutait mes récits, ceux que je croyais perdus dans les tiroirs de ma mémoire. Je lui ai parlé de ma jeunesse à Marseille, de mon arrivée à Paris avec Jean-Luc, des rêves que nous avions. Parfois, il restait silencieux, les yeux humides, comme un enfant qui découvre un livre qu'il n'avait jamais osé ouvrir. J'ai compris alors que ma maladie, aussi cruelle soit-elle, avait ramené mon fils auprès de moi. C'était là une victoire inattendue, une justice que je n'avais pas réclamée mais que la vie m'offrait. Et dans ces gestes maladroits mais sincères, j'ai senti la réparation se tisser fil par fil. Je n'étais plus seulement malade, j'étais redevenue mère. Et cette vérité valait plus que n'importe quel traitement. Pourtant, une autre confrontation m'attendait, plus intime et plus difficile. Lors d'une consultation, le médecin m'a parlé sans détour. « Madame Laroche, vous ne guérirez pas, mais vous pouvez choisir comment vivre la suite. » Ces mots m'ont transpercé, mais au lieu de m'effondrer, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Je n'avais plus à courir après des illusions, plus à espérer une jeunesse qui ne reviendrait pas. La justice que je pouvais rendre à moi-même, c'était de vivre mes jours restant pleinement, à ma manière. Alors, j'ai pris une décision, je ne me laisserai plus réduire à une patiente, je redeviendrai une femme. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert les fenêtres malgré le froid, et j'ai respiré l'air de Paris comme un élixir. Chaque souffle douloureux devenait une déclaration, je suis encore ici. J'ai ressorti mes robes anciennes, mes foulards colorés, mes bijoux oubliés. Je voulais me regarder dans le miroir et voir autre chose qu'une malade. Je voulais voir Colette, entière, debout, digne. Et ce reflet, enfin, est revenu me sourire. Le temps, lui, continuait à filer, mais je le tenais désormais par les poignets. Je me suis mise à fréquenter la librairie chaque semaine, discutant avec le vieux libraire qui connaissait mes goûts par cœur. J'ai même commencé à lire mes écrits à Élise, la jeune étudiante, qui m'encourageait à les publier. « Votre histoire peut aider d'autres femmes, » disait-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je n'y avais jamais pensé,
mais cette idée a germé en moi comme une graine sous la neige. Étienne, au début, a douté. « Maman, tu es déjà si fatiguée. » Mais quand il m'a vu écrire chaque matin avec une énergie nouvelle, il a cessé de m'arrêter. Mon carnet est devenu un livre de chair et de vérité, chaque page une justice rendue contre le silence. Je racontais tout, mes peurs, mes humiliations, mes renaissances. Et chaque mot était un coup porté à la maladie qui voulait me réduire au silence. J'avais enfin retrouvé une arme plus puissante que n'importe quel traitement. Et c'était ma propre voix. La justice la plus forte est arrivée un soir de printemps, lors d'un petit événement organisé par Élise et ses amis étudiants. Ils avaient monté une lecture publique de mes textes dans une salle modeste, au cœur du quartier latin. Je suis monté sur scène, appuyé sur ma canne, et j'ai vu une cinquantaine de visages tournés vers moi. Je tremblais, mais quand j'ai ouvert mon carnet, les mots ont coulé comme une rivière longtemps retenue. Je parlais de la douleur invisible, des escaliers trop lourds, du silence qui tue autant que la maladie. Je parlais aussi de la tendresse retrouvée, de l'amour tardif d'un fils, des fleurs qui deviennent des boucliers. Le public écoutait dans un silence vibrant, et quand j'ai terminé, les applaudissements ont résonné comme un tonnerre doux. Étienne, assis au premier rang, pleurait sans honte, ses mains frappant plus fort que toutes les autres. Je me suis dit alors, voici ma justice, voici mon triomphe. La maladie avait voulu me réduire à un souffle court, mais j'étais devenu une voix qui portait. Et dans ce moment suspendu, j'ai senti que rien ni personne ne pouvait me voler ma dignité. La justice m'avait enfin trouvé, et elle avait le goût de liberté. Je vis désormais chaque matin comme une victoire silencieuse. Quand j'ouvre les volets de mon appartement du quartier latin, la lumière dorée s'infiltre sur mes murs et je la reçois comme un cadeau. La maladie est toujours là, accrochée à mes poumons comme une ombre têtue, mais elle ne gouverne plus ma vie. J'ai appris à dialoguer avec elle, parfois elle me fait plier, parfois je lui réponds en souriant. Paris, ma ville, est devenue mon allié. Chaque pas dans ces rues pavées est une prière en mouvement, chaque odeur de pain chaud, une raison de continuer. Étienne vient plus souvent, et nos silences partagés valent plus que 1000 conversations. Je sens que la distance qui nous séparait s'est transformée en un pont solide, bâti tardivement mais capable de résister aux tempêtes. Je ne suis plus la vieille femme qui se cache, mais une survivante qui ose se montrer. Quand je croise des regards de passants qui me voient essoufflée, je leur rends un sourire. Pas pour nier ma faiblesse, mais pour leur prouver que la dignité est plus forte que l'usure. Et dans ce simple geste, je découvre la paix que je cherchais depuis des années. Il y a des soirs où la solitude m'enveloppe encore, mais elle ne m'écrase plus, elle m'écoute. Je m'assieds près de la fenêtre, j'ouvre mon carnet et je relis mes propres mots comme si je lisais une lettre envoyée par une amie lointaine. Je redécouvre mes douleurs écrites, mes révoltes jetées à l'encre, mes espoirs griffonnés dans l'urgence. Et je comprends que ce livre n'est pas seulement le mien, il appartient à toutes celles qui se sont tues trop longtemps. Élise, la jeune étudiante, a commencé à partager certains de mes textes avec ses camarades, et plusieurs m'ont écrit pour me dire combien ils s'y reconnaissaient. Je suis devenue, malgré moi, une voix qui brise des murs invisibles. La justice que je cherchais a pris une autre forme, elle est devenue contagieuse, elle voyage d'âme en âme. Je ne suis plus seulement Colette Laroche, vieille dame malade de 89 ans, je suis une messagère d'une vérité simple, la douleur peut se transformer en lumière si on ose la nommer. Et ce soir, en fermant mon carnet, je sais que je ne suis plus jamais vraiment seule. Étienne m'a récemment proposé d'organiser une petite exposition de mes écrits et de mes photos anciennes, dans une salle du quartier. J'ai d'abord ri de cette idée, pensant que personne ne viendrait écouter une vieille femme raconter ses batailles intérieures. Mais il a insisté, et quand j'ai vu ses yeux pleins d'orgueil et de tendresse, j'ai accepté. Ce projet est devenu notre aventure commune. Chaque photo retrouvée, chaque texte recopié était une passerelle entre lui et moi. Je revivais ma jeunesse avec ses yeux, et lui découvrais une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue. Le jour de l'exposition, une vingtaine de personnes se sont réunies, certaines par curiosité, d'autres par hasard. Et quand j'ai lu à voix haute un passage où je décrivais ma peur de mourir seule, j'ai vu des larmes dans les yeux d'inconnus. Ce soir-là, j'ai compris que ma maladie, au lieu de m'éteindre, avait rallumé des feux chez d'autres. Et en sortant de la salle, sous les lampadaires jaunes de Paris, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré « Merci ».
Car la vie, malgré ses coups, venait de me rendre ma plus grande victoire. Aujourd'hui, à 89 ans, je n'ai plus peur. La mort n'est pas une ennemie qui guette, mais une voisine discrète qui attend son heure. Je l'accueillerai quand elle viendra, mais jamais avant d'avoir terminé ma chanson. J'ai appris que vivre vraiment, ce n'est pas accumuler des années, mais donner un sens à chaque souffle. Mon corps est fragile, mes jambes vacillent, mais mon âme est plus solide qu'elle ne l'a jamais été. J'ai trouvé la paix dans les gestes simples, écrire, sourire, écouter, aimer. Et ma leçon, si je devais la transmettre à toutes les femmes qui m'écoutent, est celle-ci: ne laissez jamais la douleur vous voler votre voix. Le silence peut détruire, mais il peut aussi devenir la plus grande des forces si vous osez le transformer. Ce que la maladie a tenté de m'enlever, elle m'a finalement offert, la conscience aiguë que chaque instant est précieux. Et quand je referme les yeux le soir, j'entends une phrase résonner, claire comme une cloche: la vie n'est pas ce que j'ai perdu, mais ce que j'ai choisi de savourer. Paris continue de battre autour de moi, indifférente et magnifique. Les cloches de Saint-Étienne-du-Mont rythment mes journées, les pavés du quartier latin accueillent mes pas hésitants, et chaque vitrine reflète une femme qui a appris à apprivoiser sa fragilité. Je ne suis plus la Colette qui craignait de s'effondrer, je suis devenue la Colette qui accepte de s'asseoir, de respirer lentement, et de regarder le monde avec gratitude. Mon carnet, désormais rempli, repose sur la table comme un témoin silencieux de ma renaissance. Je sais qu'un jour, mes mots voyageront au-delà de ces murs, portés par d'autres voix, d'autres femmes, d'autres cœurs. Et quand ce jour viendra, je partirai sans regret. Car la maladie n'a pas gagné. Elle m'a dépouillé de certaines forces, mais elle m'a offert un trésor inattendu, la vérité de vivre chaque instant comme une offrande. Je ne suis plus définie par mes limites, mais par le courage d'avoir continué malgré elles. Et si mes 89 années m'ont appris quelque chose, c'est que la vraie justice n'est pas d'échapper à la douleur, mais de la transformer en héritage. Alors je lève mon regard vers le ciel gris de Paris, et je souris. Car même dans la fragilité, même dans le dernier souffle, il y a une force immense. Et cette force s'appelle simplement vivre.